Eh bien bonjour, bienvenue sur le troisième épisode de No Way, le podcast de Cléophée. Alors pour ce troisième épisode, je choisis un super topic, le couple. Je me suis dit là, au vu des séances qu'il y a en ce moment, au vu de ce qui se passe dans ma vie, dans mon entourage, il me semble pertinent de vous parler de ce sujet. Alors j'ai décidé aussi autre chose pour ce troisième épisode, c'est d'être beaucoup plus spontanée dans le post-traitement de ce podcast. C'est-à-dire, je vais laisser des blancs. Avant, je les réduisais pour la simple et bonne raison que je me disais: «Oh mon Dieu, les gens vont trouver ça trop long». Sauf que mon père m'a fait un super feedback et lui, il écoute plein de podcasts et c'est trop cool d'avoir un feedback de son père. Il m'a dit: «Tu poses des questions qui vraiment font réfléchir». Donc laisse ce temps de pause pour que les gens puissent percuter, puissent conscientiser les choses. Donc, je vais arrêter de faire ma perfectionniste et de passer 3 heures à, enlever mes «e» et mes blancs. Ça fait partie de ma diction, c'est moi, c'est Mélanie et je parle comme ça et donc oui, j'ai des tocs de langage et je vais laisser du temps parce que lorsque je pose les choses, je les pose d'une certaine manière et c'est pour une bonne raison. Donc voilà, c'était juste pour te prévenir que s'il y a des petits cafouillages, s'il y a des «e», s'il y a des blancs, eh ben, ça fait partie de l'expérience. Voilà, nous dirons ça. Alors pour commencer, j'avais envie de poser cette question de: comment te sens-tu actuellement dans ta vie affective? Que tu sois en couple ou pas. Là, je vais prendre quand même une situation comme exemple d'un couple, OK? Nous allons prendre notre ami José et notre copine Chantal pour imager l'homme et la femme. Bien évidemment, tu peux utiliser et transposer cette histoire en étant dans un couple homosexuel. Mais ça va me permettre, en utilisant, si tu veux, José et Chantal, de parler de l'énergie masculine, du yang, et féminine, du yin. Parce que ce sont deux énergies qu'on retrouve en nous et qui vont être plus prédominantes chez l'un et chez l'autre. Et nos relations sont en miroir et ça va être un peu tout le topic de cet épisode. Je vais essayer de t'expliquer clairement ce qui se passe et comment tu peux changer de perspective sur le couple, à savoir le couple est-il un cadeau ou un poison? Je vais donc commencer par définir, si c'est vraiment possible de le faire, ce qu'est un couple, ce que ça représente. Pour moi, c'est bien sûr ma propre définition et en plus elle est amenée à évoluer avec mon cheminement et ma propre expérimentation. D'ailleurs, grâce à toutes les séances qu'on fait en individuel, c'est hyper inspirant et je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur pour votre confiance parce que c'est super inspirant, ça me donne plein de perspectives différentes, de visions différentes. Ça me permet aussi d'alimenter à la fois ma propre base de données avec vos différents récits, mais aussi de mieux comprendre la posture des uns et des autres. Parce que parfois en séance, j'ai des gens qui ont plutôt une prédominance qui ressemble, par exemple, à celle de mon compagnon, et où je vais avoir, à l'inverse, des gens qui vont être plutôt dans ma prédominance. Et ce qui va me permettre d'aiguiller les uns les autres et de mettre à la place des uns et des autres. Et donc c'est super intéressant comme expérience humaine à vivre. Donc déjà, je tenais à vous remercier. Voilà, c'est la petite parenthèse. Alors pour moi, le couple, je dirais que c'est un partenariat entre 2 personnes qui ont décidé de cheminer dans la même direction. Mais attention, cette définition du couple que je vais donner et tout ce que là je vais évoquer par rapport au couple, ça va sûrement, très probablement, te piquer parce que je ne vais pas parler, en fait, je vais surtout démonter beaucoup de croyances qu'on a sur le couple parce qu'il est basé sur une société qui est drivée par cette énergie du yang blessé, du masculin blessé. Et je pense que dans notre société, on nous a programmé une définition des actions et réactions qu'on devrait avoir en couple, qui, je pense, aujourd'hui, avec le recul, sont toxiques. Je me suis cassé les dents dans mes précédentes histoires. C'est pas toujours évident dans mon couple actuellement, mais le but, c'est pas que je vous parle de mon couple, mais en tout cas que j'utilise mon expérience pour vous transmettre, en tout cas, les clés de compréhension que j'ai pu avoir et pour
peut-être effectivement vous permettre de prendre un peu de recul et de voir les choses aussi sous un angle peut-être un peu plus positif, plus responsable et plus mature. Donc, si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous savez que je suis assez franche et assez honnête et que je pose les questions qui fâchent. Alors, je t'invite à prendre peut-être une feuille et un stylo, de te poser vraiment, voire de réécouter cet épisode plusieurs fois. Parce que j'ai eu pas mal de retours où les gens ont réécouté plusieurs fois les épisodes précédents et m'ont dit waouh, mais à chaque fois j'ai une nouvelle compréhension. Donc, n'hésite pas à l'ajouter en favori, tu pourras revenir dessus, tu pourras le partager à ton mec ou à ta nana, et comme ça te permettra peut-être de pouvoir ensemble ensuite brainstormer sur les réponses que vous avez pu en tirer. Ce que je vais te dire, attention, je le précise, n'est pas une vérité absolue. Et si ça ne te parle pas, ne va pas forcément chercher la petite bête, ok? Mais si en ce moment c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a vraiment une dissonance entre vos perceptions, que vous avez l'impression d'être toujours bloqué dans la même boucle, l'impression de ne plus vouloir aller dans la même direction, cet épisode pourra te donner quelques pistes de réflexion. Alors, on va dire que j'ai dégagé 4 points principaux dans ce titre que j'ai donné de couple, cadeau ou poison. Je voudrais commencer par expliquer pour moi cet objectif du couple. J'ai dit au tout départ que c'est 2 personnes qui choisissent de faire un partenariat pour aller dans la même direction. Mais le fond, derrière tout ça, parce qu'on peut dire: «Oui, ben voilà, on va s'engager, on va acheter notre maison ensemble, on va avoir nos enfants, on va voyager ensemble, on peut travailler ensemble, on va avoir des projets en commun». Mais ce qu'il y a en dessous de tout ça, ma vision qui est peut-être un peu plus spirituelle du couple, c'est l'estime de soi. L'autre est là pour t'aider à retrouver ou à trouver tout simplement, puisque généralement on l'a pas depuis le départ à cause de notre enfance et de nos traumas, à trouver à l'intérieur de toi cet amour, cette estime et cette confiance en toi. Sauf que notre société, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a fait croire, elle nous a mis dans la tête que l'autre était là pour combler des vides qu'il y avait en nous, que l'homme devait avoir tel rôle, la femme devait avoir tel rôle. Parfois, elle nous dit rien, mais c'est insinué et c'est juste assumé, mais on n'en parle pas, on ne le dit pas. Donc, premier point, si je peux te donner un conseil, optimise les disputes et les désaccords. Je répète, optimise les disputes et les désaccords. Si ces moments-là arrivent, c'est parce que les besoins de l'un et ou de l'autre n'ont pas été comblés. Alors, je t'explique un truc. Dans un couple, il y a une personne qui a tendance à avoir une prédominance plutôt féminine. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, c'est bien souvent l'homme qui a une prédominance yin. En tout cas, dans moi, la communauté que j'ai et les personnes, la patientèle que j'accompagne, et je trouve quand même que globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre société, les hommes ont une prédominance féminine à tendance blessée, aka passive. C'est pas une critique, c'est une constatation. Attention, je n'accuse personne, je ne viens faire le procès de personne. Quand je dis ça, c'est pas négatif, mais c'est que ces hommes ont grandi avec un modèle d'un père qui donnait tout à l'extérieur, à son travail, qui pouvait jouer le rôle du yang, du masculin, à l'extérieur, à son travail, et quand il rentrait à la maison, il était KO et il se détendait. Ou au contraire, il était tendu et il se tendait encore plus. Mais donc il avait tendance à être absent, tourné vers l'extérieur, et à la maison il rentrait, et c'était maman qui gérait le reste. La maison, les devoirs, la bouffe, l'éducation, le linge, etc. Donc, en parallèle,
On a des mères, des femmes, qui ont tendance à avoir une prédominance yang, masculine, qui vont tout gérer, à la fois au boulot, à la maison, et même les mères au foyer. C'est un vrai job à part entière, hein. Et puis quand on bosse aussi, on doit arriver à tout gérer sur tous les fronts, ce qui est aussi épuisant. Donc elle a l'habitude de prendre les initiatives, de trancher, de décider aussi pour l'homme, parce que l'homme aussi se laisse porter, c'est plus facile. Et malheureusement, ça crée cette espèce de dissonance avec des hommes à prédominance yin et des femmes à prédominance yang, avec une incompréhension de la juste place. Parce que la femme va avoir tendance, à la fois parce que c'est provoqué par la posture de l'autre, mais aussi par notre société et par ses propres croyances et sa propre éducation, elle va avoir tendance à materner l'homme. Et en face, l'homme va avoir tendance à se placer en petit garçon. Donc pareil, quand je dis homme, femme, vous savez, hein, c'est juste une question de prédominance et de comment vous vous sentez si vous êtes dans un couple homosexuel. Mais ce qu'il se passe, c'est que la femme ne peut pas être dans son féminin si elle ne se sent pas en sécurité. Et donc être dans son féminin, c'est être dans la réceptivité, c'est se connecter à ses émotions, c'est être en paix avec ses émotions, c'est être en paix avec elle-même, c'est prendre le temps de prendre soin d'elle, c'est prendre le temps aussi, même de materner, hein, d'être une mère tendre, dévouée, c'est d'être au service aussi de son foyer, peut-être à travers le fait de prendre soin de ses enfants, même de son mari, en faisant à manger, en tenant la maison. Enfin, après, voilà, chacun voit ce qui est juste pour lui, pour elle, comment on incarne le féminin, c'est vraiment propre à chacun. Mais aussi, le féminin, c'est cette énergie créatrice, c'est cette capacité à voir, à guider aussi, parce qu'elle a cette connexion à là-haut, à l'univers, il y a cette douceur, il y a cette connexion à l'intuition et elle voit ce que les autres ne voient pas. Parce qu'elle peut prendre le temps de se reposer, elle peut prendre le temps de se connecter elle-même, à son intuition, à sa guidance, au monde qui l'entoure. Et être dans son féminin, c'est aussi être connecté à sa sexualité, à son énergie de feu, à son énergie sexuelle, à sa sensualité. Mais à partir du moment où la femme ne se sent pas en sécurité, à partir du moment où elle ne se sent pas vue et reconnue, où elle a l'impression qu'elle doit tout gérer sur tous les fronts, à aucun moment elle va se dire: «Génial, j'ai envie de mon homme». Parce qu'elle a l'impression que c'est toujours à elle de prendre les initiatives, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est pas là et surtout, elle est plus dans le reproche et l'attente que l'autre, il réagisse, il se rende compte, il participe, il prenne des initiatives qu'il ne prend jamais et qu'enfin il s'occupe de ça, que ça fait 3 jours qu'il a dit qu'il le ferait, il le faisait toujours pas. À aucun moment, elle voit l'autre comme une source de désir, d'attraction sexuelle, d'envie. Elle le voit comme un ennemi. Et en face, l'homme peut se sentir pas vu, pas reconnu, parce que la femme est plus préoccupée par les enfants, elle a toutes les choses à faire. Et là, c'est le petit garçon en face qui se sent plus vu, qui a l'impression qu'il ne compte plus et qu'il est juste là pour faire des choses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en face, la femme a la même impression, qu'elle est juste là pour faire des choses. Donc au final, les deux souffrent de la même chose. Un manque de reconnaissance, un manque d'implication, un manque de partage, un manque d'intimité et un manque de compréhension. Ce qui nous mène au désaccord et aux disputes. C'est là que moi je te parle de l'optimisation des disputes. Parce qu'elles sont là pour une bonne raison. Comme je vous le disais, vos besoins ne sont pas entendus, respectés, honorés. En tout cas, c'est une sensation que vous avez de la part de l'autre. Donc, je vais te prendre quelques exemples. Quand tu sens que c'est injuste, quand tu as l'impression que, ah bah oui, bah l'autre il se permet de faire ça, il va se permettre de sortir, il va se permettre d'aller voir ses potes, il va se permettre de partir en week-end, ou alors il rentre tard, ou lui il part en déplacement. Moi, il faut toujours que je cours partout pour, combler, pour m'occuper des gosses, alors que lui se l'autorise ou elle se l'autorise. C'est injuste. Là, je t'invite à te poser la question dans ce genre de situation.
Ou est-ce que toi, tu te trahis? Qu'est-ce que l'autre s'autorise à faire, à être, que toi, tu ne t'autorises pas? À qui ton autre te fait-il penser ou te fait-elle penser? Si tu raccroches ça à tes parents ou à la figure d'autorité qui était présente durant ton enfance. Lorsque tu te sens victime d'injustice, lorsque tu trouves une situation injuste, qu'est-ce que ça te rappelle de ton enfance? Vis-à-vis de qui? Pourquoi ça te titille? Qu'est-ce que ça réveille chez toi quand tu vois que l'autre, il agit comme ça? Et donc, la véritable question, c'est de quoi es-tu jaloux ou jalouse vis-à-vis de l'autre? Ensuite, je donne un autre exemple. Ton autre est tout le temps justement tourné vers l'extérieur, au boulot, ou avec ses potes, ou sur son téléphone. Et toi, ça te titille, parce que tu as l'impression qu'il est très peu présent. C'est pas qu'une impression. Si tu regardes factuellement, que tu regardes à quel moment la personne est dans le foyer et présent, vraiment, émotionnellement dans le foyer, parce que on peut être physiquement là, mais pas émotionnellement présent. Si tu as cette sensation que l'autre est tourné vers l'extérieur, tu peux avoir cette sensation qu'il est plus dévoué. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, ça peut être elle, hein, bien sûr. Plus dévoué et investi à l'extérieur que vis-à-vis de toi. Et plus dévoué aux autres, plus intéressé par les autres que par toi. Si c'est ce que tu ressens, moi je te pose une question. Est-ce que tu es dévoué à toi-même? Est-ce que toi, tu te fais passer en priorité? Est-ce que toi, tu te donnes du temps de qualité pour toi? Parce que qu'est-ce que tu reproches à l'autre quand il est trop tourné vers l'extérieur et qu'il n'est pas assez présent vis-à-vis de toi, du couple, de la maison? Qu'est-ce que tu recherches? Si justement il changeait ça, qu'est-ce que ça apporterait? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et à partir de cette réponse, commence par te l'offrir par toi-même, cette chose. Est-ce que tu ne serais pas en train d'attendre que lui te donne ce que tu ne te donnes pas? Donc, une fois que tu as répondu à ça, pose-toi vraiment cette question. Es-tu vraiment dévoué à toi-même? Alors peut-être que tu me diras: «Bah non, j'ai pas le temps». Bah oui, je sais. Et tu pourrais continuer à lui en vouloir parce que toi, tu fais 4 fois plus que l'autre. Mais est-ce que tu as envie de continuer à être dans la bataille ou est-ce que tu as envie que ça aille mieux? Est-ce que tu as envie de t'apaiser? Est-ce que tu veux gagner le combat ou est-ce que tu veux être en paix? C'est ça qui est important en fait de savoir. Donc ça, c'est le premier point pour optimiser les disputes. C'est vraiment de te poser ces questions-là. Où est-ce que tu te trahis? De quoi tu es jaloux? Qu'est-ce que l'autre s'autorise à faire que ou à être que toi, tu ne t'autorises pas? Et c'est aussi de te demander qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est plus tourné à l'extérieur? Qu'est-ce que l'autre est en train de donner à l'extérieur qu'il ne te donne pas à toi? Et commence par te le donner à toi et tu verras qu'il se mettra à te le donner aussi. Tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il vienne combler tes vides. Et je sais que ça peut être frustrant d'entendre ça parce que lorsqu'on est au début, on va dire, de ce cheminement sur l'amour et qu'on déconstruit tous les programmes, toutes les croyances qu'on a sur le couple et l'amour, et ben, on peut être en mode: «Mais attends, non, c'est bon quoi, il y a un moment, il est tout le temps na donc comme je t'ai dit, tu peux soit rester focus sur tout ce qui va pas et rester dans «Je suis victime, ça va pas, c'est la faute de l'autre et c'est l'autre le bourreau», ou alors tu peux prendre un temps, te poser, écrire, réfléchir et voir les choses différemment. On passe ensuite au deuxième point, c'est libérer les attentes. Libérer à la fois les attentes que tu as vis-à-vis de l'autre, mais aussi te libérer de ce que tu crois que l'autre attend de toi. Parce que combien de personnes j'ai en séance qui n'osent pas verbaliser leurs besoins et qui surtout s'imaginent ce que l'autre dirait si il ou elle s'autorisait à faire, à être, à dire quoi que ce soit. Mais arrêtez d'anticiper ce que l'autre est censé penser, imaginer et attendre de vous. À un moment, osez,
poser les véritables questions. Chérie, j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça te dérange? Oui ou non? Si oui, explique-moi qu'est-ce qui te dérange. Et peut-être déconstruire une croyance, un a priori ou quelque chose qui justement pourrait renvoyer aux blessures de l'autre, pourrait activer ces blessures. Si vous avez constamment la peur d'être rejeté, de vous prendre un non ou qu'on vienne vous faire culpabiliser, vous pouvez être sûr que c'est la réaction que vous aurez en face. Alors ça peut paraître bizarre ou un peu trop facile, mais c'est une réalité. Et je vous renvoie toujours à cet auto-questionnement. Quelles sont moi mes véritables attentes vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce que je lui demande de venir combler, de m'apporter, de rassurer, de sécuriser chez moi? Et bien souvent, cette part correspond à l'enfant intérieur, à la petite fille ou au petit garçon qui n'a pas eu ses besoins comblés quand il était petit. Donc il va projeter sur l'autre, soit qu'il reproduise ce qu'il aimait ou ce qui lui manquait justement chez ses parents, en tout cas dans la relation avec son parent, avec l'un de ses parents, avec ses deux parents, ou alors il va aller justement lui demander d'être à l'opposé de ses parents parce que c'est un trait qu'il ne supportait pas ou qui lui a fait beaucoup de mal. Et il faut bien comprendre qu'on choisit notre partenaire de couple inconsciemment, on l'attire à nous inconsciemment, parce que l'objectif est d'aller régler ce qu'on n'a pas réglé avec nos propres parents. C'est pour ça que l'autre incarne un mix de votre père et de votre mère avec à la fois leurs qualités et leurs défauts. Mais souvent, ce que vous remarquez quand ça va pas, c'est les défauts. Et vous ne les supportez pas parce qu'ils vous rappellent vos parents. Et attention, hein, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement vis-à-vis des parents. Mais faut pas oublier, c'est comme toute relation interpersonnelle et que nos parents ont dû nous éduquer, nous mettre des cadres, ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens du bord. Et donc, forcément, qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à l'enfant, qui s'est permis plus ou moins de le dire, de le verbaliser selon son caractère, selon aussi sa confiance en lui et selon, bien sûr, la disposition et la dynamique familiale. Mais donc, comprenez bien que c'est pas l'adulte qui a des attentes, c'est l'enfant qui est à l'intérieur de vous. D'où l'importance, et là on arrive au point 3, de libérer les traumas du passé. Si tu veux avoir un couple épanoui, libère tes traumas du passé. Reprogramme tes croyances. Reprogramme tes schémas de pensée. Observe quelles réactions se répètent. Dans quel type de situation tu vas avoir tendance à réagir, à surréagir, à fuir, à te mettre en colère, à rejeter, à projeter sur l'autre. Et donc là, c'est tes traumas et ton système nerveux qui se sent trop en danger et qui va réagir pour te mettre en protection. Parce que s'il considère que le rejet est synonyme de danger, parce que dans l'enfance, c'est ce que tu as cru ou vécu, il va avoir l'impression que conflit égale menace de rejet total, abandon, je vais me retrouver solo, et donc je suis coupée de l'amour. On ne m'aime pas, je ne vaux rien. Et là, on vient toucher à l'estime de soi. Donc quand je dis couple, cadeau ou poison, c'est un petit peu pour l'estime de soi. Tu peux utiliser le couple comme une source de cheminement, un terreau, un terrain. On va dire que c'est vraiment dans la pratique. Ça va te permettre de voir où tu en es, de voir où est-ce que tu te mens, de voir où est-ce que tu es dans le déni, de voir où est-ce que tu as progressé, de voir tous les changements que tu as mis en place, de voir là où il faudrait en faire peut-être. Et donc c'est la mise en pratique de comment je m'aime, où est-ce que j'en suis avec l'amour de moi. Est-ce que je projette encore sur l'autre le fait que je ne m'aime pas assez? Est-ce que j'ai l'impression que l'autre veut me trahir et va m'abandonner parce qu'il se tourne vers l'extérieur? Si c'est le cas, va travailler ta blessure d'abandon et de trahison. Parce que tu as un attachement anxieux et tu as l'impression que l'autre trouvera mieux ailleurs, parce que tu ne t'estimes pas assez. Donc va libérer tes traumas, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire par, et je conseille de faire les deux, parce qu'aujourd'hui avec le recul, je me rends bien compte que les deux méthodes sont nécessaires et efficaces. Après, libre à toi de voir ce qui te parle. Il y a plein de manières de les aborder.
Mais donc il y a la partie psychique, mentale et inconsciente où vraiment on va être sur le cerveau. Mais il est important de faire la connexion avec le corps parce que ton corps, il a stocké aussi ces traumas. Au niveau du cœur, au niveau du bassin, au niveau de la mâchoire, de la tête, bref, dans plein d'endroits, plein de muscles, plein de tissus. Donc ça prend pas forcément des années et des années. Et ça peut se faire en douceur. Personnellement, j'ai expérimenté la méthode guerrière kamikaze. J'y suis allée à 3000%. J'ai bossé sur moi quasi non-stop pendant 3, 4, ouais, même 4 ans. J'ai expérimenté plein de méthodes différentes, voilà. Mais parce qu'après, c'est mon chemin, c'est ma voie. Et pour moi, pour être une bonne thérapeute, il fallait que j'expérimente et je continue d'expérimenter pour pouvoir ensuite derrière vous sortir le nectar de toutes ces expériences et pouvoir vous faire gagner du temps, de l'énergie et avoir une clarté, on va dire, beaucoup plus rapidement sur la situation que vous vivez. Je suis venue essuyer les plâtres et donc c'est pour ça que moi je me suis formée à la fois sur la partie physique, somatique et la partie neuro sur le cerveau. Parce que les traumas, ils se mettent dans ces 2 endroits et qu'ils sont intrinsèquement liés avec le système nerveux. Donc, si tu taffes pas sur tes patterns qui ont été créés à la base sur tes traumas, tu vas répéter tes schémas encore et encore. Tu pourras changer de mec ou de nana, t'inquiète pas, la vie te remettra les mêmes situations. Peut-être que la personne sera brune au lieu d'être blonde, peut-être qu'elle sera plus grande, plus petite, plus vieille, plus jeune, on s'en fout. Tu revivras les mêmes choses. Et si c'est pas à travers l'amour, ce sera à ton taf. Et si c'est pas à ton taf, ce sera avec ta famille. Donc à un moment, le couple, comme je te le disais, il est là pour que tu expérimentes et pour que tu évolues. Donc soit tu prends ça comme c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui me veut du mal. Et attention, bien sûr, je ne parle pas de couple où il y a une grosse toxicité, où il y a des violences, où il y a de la maltraitance. Attention, vraiment, ne restez pas déjà seul dans ce genre de situation, demandez de l'aide et effectivement, là, ce n'est pas un terrain de jeu agréable pour guérir. Vous ne pourrez pas guérir aux côtés d'une personne toxique et malveillante. Il faut s'en sortir. Par contre, si cette personne est là, c'est pour une bonne raison. Elle vient réactiver vos traumas pour que vous preniez votre place, que vous repreniez votre pouvoir et que vous puissiez sortir de ces situations. Et se reconstruire après une relation aussi toxique, ça prend du temps, il faut beaucoup de bienveillance et être accompagné pour cela. Voilà. Donc, dernier point, cessez d'idéaliser le couple et l'autre. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que avec les Disney, avec la société, ce qu'on voit, avec les réseaux sociaux en vieillissant, on nous target au quotidien de pseudo-choses, couple, famille parfaite. Mais vous le savez très bien qu'on vous montre un dixième de la réalité. Il faut bien avoir conscience que les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine. Intégrez-le, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux sont... Ça ne veut pas dire que c'est faux, d'accord? Mais ça ne représente pas 100% de la réalité. Et moi, je peux vous dire, en accompagnant des centaines et des centaines de personnes, que la personne soit monsieur, madame, tout le monde, à des personnes qui ont, on va dire, une grande visibilité sur les réseaux ou qui ont un rôle important dans la société, tout le monde vit les mêmes galères. On reste des humains, des hommes et des femmes, on a nos peurs, nos traumas, nos blocages, nos blessures. Et déjà, vous, lâchez-vous la grappe, arrêtez d'essayer d'incarner cette perfection qui n'existe nulle part, ok? C'est hyper important. Désacralisez le couple et posez-vous vraiment les questions de votre rapport à l'engagement. Et définissez qu'est-ce que c'est pour vous un engagement dans lequel vous vous sentez libre. Parce que on a, pour une partie des gens, par exemple, qui ont un style d'attachement plutôt évitant, qui ont tendance à fuir l'engagement, ils ont peur de perdre leur liberté. Mais donc, comment pourriez-vous vous engager tout en vous sentant libre? C'est libre de faire quoi? Qu'est-ce qu'un couple vous empêcherait de faire? Faut vraiment se poser les questions. Et puis pour ceux qui ont une tendance à cet attachement anxieux, avec cette peur d'être abandonné et trahi, il y a cette croyance que si les gens s'engagent avec moi, ça veut dire que je suis valable, ça veut dire qu'on peut m'aimer.
Et souvent, derrière cette peur de l'engagement, il y a vraiment une peur surtout de l'échec, d'avoir perdu son temps, de s'être investi pour rien, de gâcher son temps, son énergie, son argent, sa présence, sa carrière. Et il y a la peur de rester seul toute sa vie. Et l'objectif, c'est que vous arriviez à aller vers un attachement sécure. Alors, il existe des gens qui ont un attachement mixte qu'on va appeler désorganisé et qui vont être un peu des deux, c'est-à-dire suis-moi je te fuis-moi je te suis, hein. En gros, on est là-dessus. Qui le matin, c'est je t'aime, ne me quitte pas, et le lendemain, vas-y, je vais faire ma life, tu m'as fatigué. Donc, l'objectif, c'est d'être en capacité d'avoir un attachement sécure. Ça veut dire que vous pouvez vous engager et vous désengager sainement. Ça ne veut pas dire que c'est hyper facile de se désengager, mais ça veut dire que vous pouvez le faire entre guillemets avec maturité, avec recul, en ayant une discussion mature avec l'autre. Et ça, l'engagement, il est partout, hein. Il est dans votre milieu professionnel, amical, familial, avec tout le monde. C'est pas qu'une question de couple. Idem si vous êtes entrepreneur. Au début, vous voulez faire entrepreneur pour être libre, mais vous vous rendez bien compte que si vous ne vous engagez pas dans votre société, bah, vous ne gagnerez jamais d'argent. Et comme vous le savez, argent, relations, amour, tout est lié. Donc, ce podcast va t'aider à la fois pour ton couple, mais pour le reste de ta vie. Donc, pose-toi ces foutues questions, s'il te plaît. Prends conscience que le couple idéal n'existe pas, que le couple n'est pas là pour régler tous tes problèmes, que le couple n'est pas là pour combler le vide qu'il y a en toi. Que si tu te mets à avoir des énormes fringales dès que l'autre n'est pas là, si tu n'arrives pas à rester seul, si dès qu'il y a le moindre conflit, tu fuis, si tu te mets dans des grandes colères et que tu coupes la conversation, c'est qu'il y a des traumas à régler. Donc, fais-toi aider, pose les choses, règle-les, deviens cet adulte mature pour que ce ne soit plus vos deux enfants blessés qui drivent ce couple. Donc, hyper important de communiquer et d'accepter que quand l'autre, il n'a pas envie de mettre le nez dans sa mouise, de un, c'est sa responsabilité, c'est son problème. De deux, concentre-toi sur toi au lieu de chercher à changer l'autre. Change ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est toi. Donc, ne te focus pas sur l'autre qui n'avance pas, concentre-toi sur ce que toi, tu peux faire évoluer en toi. Va t'apporter, va combler tes besoins qui ne le sont pas. Pose-toi vraiment les bonnes questions sur qu'est-ce que je ne m'autorise pas, de quoi je suis jalouse, de quoi je suis jaloux. Est-ce que je me dévoue à moi-même? Est-ce que je m'offre ces temps de repos, ces temps de qualité? Est-ce que je m'offre cette sortie de mon quotidien? Au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui m'invite au resto, qui m'offre ce voyage, qui me fasse un cadeau, ben, je vais me l'offrir. Je vais arrêter d'attendre que ça vienne de l'autre. Et je te garantis que quand tu vas commencer à nourrir tes propres besoins, ça va changer chez l'autre. Car le couple, selon moi, est là pour t'aider à cheminer vers une acceptation de toi, vers une nouvelle estime de toi. Parce que il va être ton miroir. Tu vas être son miroir. Et plus tu es sain avec toi-même, plus tu le seras avec l'autre. Du coup, plus tu vas te permettre d'être toi-même, l'autre va se le permettre aussi, puisqu'il verra que toi, tu te le permets, il va de plus en plus se l'autoriser et on revient dans un cercle vertueux. Et en parallèle, tu vas attirer de plus en plus les choses, les situations, les bonnes relations à toi. Tu auras un meilleur rapport à l'argent, à l'abondance, une meilleure santé. Parce que tu arrêteras d'être constamment dans le jugement de l'autre et donc de toi. Parce que ce que tu projettes sur l'autre, c'est ce que tu es en train de te dire inconsciemment. C'est ton juge intérieur qui est en train de te bourriner le cerveau de regarde, toujours, il y a toujours ce truc-là qui va pas. Regarde, il manque ça. Regarde, il y a ce truc-là. Donc, lâche-toi la grappe, lâche un peu la grappe de l'autre, recentre-toi sur toi, offre-toi ce dont tu manques, ce que tu as besoin d'avoir, ce que tu as besoin d'être, de faire. Repose-toi, dis non, pose des limites saines, exprime-toi, dis tes vérités.
Prends du temps pour toi. Prends le temps de vivre et d'exister pour toi, pas que pour tes gosses, pas que pour ton mec ou ta nana, pour ton taf, pour ton boss, pour ta famille, pour ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, bref, toute la smala. OK? Personne ne va mourir si tu prends du temps pour toi. OK? Donc inspire, pose-toi, réponds à ces questions, essaye de prendre un peu de recul, essaye de prendre les choses depuis un prisme beaucoup plus positif, à regarder ce qu'il y a déjà dans ton couple, à regarder ce qu'il y a déjà là dans ton foyer, à voir tout le positif que tu apportes au couple et que l'autre apporte aussi au couple. Arrête de ne te concentrer que sur le négatif, sinon vraiment, tu ne vas faire que empirer la situation. Et l'autre va se sentir constamment persécuté, va perdre confiance en lui, en toi, il va même avoir aucune chance de créer cette base solide, cette estime de soi, cette estime pour l'autre aussi, parce que c'est hyper important dans un couple d'avoir cette fierté, cette estime aussi pour l'autre. Mais si déjà tu n'es pas fier de toi et que tu ne t'estimes pas, comment veux-tu derrière développer un amour sain et un couple sain et durable? Donc, tu respires, tout va bien aller. Parce que sinon, la seule chose qui te reste à faire, eh ben, c'est d'attendre que l'autre fasse les changements que tu ne fais pas toi-même. Bon courage. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura parlé, qu'il aura réveillé certaines choses chez toi, que peut-être en répondant à certaines questions, tu y vois un peu plus clair, que tu as eu peut-être même des révélations. N'hésite pas à commenter, partager, partage à ton autre, à ton conjoint, partage à tes amis aussi, à ta famille, si ça peut effectivement leur parler. N'hésite pas, mon objectif, c'est que ce podcast aide un maximum de personnes avec des questions clés et avec peut-être un autre prisme. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, que tu as besoin d'aide parce qu'effectivement, tu te rends bien compte qu'il y a des patterns qui sont pas très sains pour toi, pour ton couple, n'hésite pas. Retrouve-moi sur Instagram, Cléo_Fay, ou alors tu peux me retrouver aussi sur mon site www.cleofay.com et tu peux aussi, bien sûr, m'écrire, m'envoyer un mail à contact@cleofay.com. Bref, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, et n'hésite pas à me suivre sur Instagram car tous les jours je poste en story la guidance du jour où je canalise des messages. Et apparemment, vu tous les retours que j'ai, souvent ça vous parle, ça vous permet de comprendre ce par quoi vous passez, vous traversez et de mieux vivre certaines journées. Voilà. En tout cas, je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi, mets de l'eau dans ton vin, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis passe une belle soirée, journée selon quand tu m'écoutes et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao!